Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce nouveau webinaire va commencer. Un petit rappel concernant ces webinaires, c'est le troisième que nous organisons sur 2023 de 2024. Ce webinaire se situe dans le cadre des animations que notre réseau R2QVT, réseau de recherche sur la qualité de vie en santé, propose. Ce réseau, donc, nous voulons être effectivement un espace de dialogue qui est pluridisciplinaire. Il y a parmi nous, parmi les 15 labos qui constituent ce réseau, il y a des chercheurs en psycho, des chercheurs en gestion, management, des chercheurs en médecine, en droit, des chercheurs en ergonomie, j'en oublie bien sûr. Nous souhaitons aller vers une plus grande pluridisciplinarité, ce qui est illustré d'ailleurs par les spécialités des différents intervenants des webinaires que nous avons cette année. Il s'agit pour nous d'établir un lien, de fédérer les équipes de recherche, de sortir de notre isolement, donc mettre en place des collaborations entre les labos, mais pas que. Nous voulons aussi, et c'est l'objet de ces séminaires, être aussi une ressource scientifique, donc au service des acteurs professionnels de la QVT en santé. Donc à la fois, il s'agit de promouvoir la visibilité de nos travaux, mais également faciliter la remontée des problématiques de terrain pour orienter les priorités de recherche qui sont et qui seront les nôtres. On donnera une information à la fin du séminaire sur notre prochaine manifestation qui aura lieu à Lille au mois de mai, notre journée d'études, notre troisième journée d'études du réseau. Alors, aujourd'hui, nous invitons Philippe Colomba. C'est notre troisième invité, après Olivier Bachelard, qui nous a parlé du bien-être au travail, qui nous a fait un point d'étape sur ce qu'est le bien-être au travail. Après, pardon, excuse-moi, Edith, d'écorcher ton nom, je recommence. Edith Salès-Villemin, qui nous a parlé de la mesure de la QVT avec l'échelle Caltra. Tous ces webinaires sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous tapez R2QVT, vous trouverez les liens pour accéder à ces webinaires. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Colomba. Il y aurait beaucoup de choses à dire pour te présenter, Philippe. Je vais aller au plus bref. Tu es, alors j'allais dire un vieux, non, un Si, militant de si, longue si, si. date, Ouais, ouais. non pas un vieux militant, tu es un militant de longue date de la QVT, puisque tu as été président de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail des professionnels de santé et du médico-social. Je crois que tu avais été nommé par Agnès Buzyn Ouais. à l'époque. Tu es actuellement président de l'association Aquavie, l'association pour la qualité de vie des soignants. Tu es également membre de l'équipe de recherche de l'Université de Tours, l'équipe de psycho du travail qui Calypsie. s'appelle Calypsie. Calypsi. Mm. Tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Démarche participative et qualité de vie au travail, que l'on trouve aux éditions Lamar, que tu as réalisé en collaboration avec l'Association francophone pour les soins oncologiques de support. Et je crois que tu as l'originalité d'être à la fois professeur en hématologie, tu as exercé au CHU de Tours, mais maintenant tu as intégré un labo de chercheurs en psychologie, donc tu es également chercheur en sciences humaines, sciences sociales. Donc merci à toi pour la présentation que tu vas nous faire pendant 45 minutes à 60 minutes, on est d'accord? Oui, oui. Et il nous restera entre 30 et 45 minutes pour te poser des questions. Donc, si je n'ai pas été complet dans la présentation, je m'en excuse et je te laisse compléter en te donnant la parole. Merci, Philippe. Merci Didier. Bah, écoute, j'ai trouvé que c'était très bien ma présentation. Effectivement, disons que dans mes casquettes, je suis au départ et beaucoup clinicien, puisque professeur émérite en hématologie et été
20 ans chef de service et 7 ans chef de pôle. Donc, et puis, donc, depuis plus de 10 ans, membre de l'équipe Calypsi. Cette double casquette expliquera peut-être que je puisse avoir quelques difficultés sur la méthodologie de certaines études, mais j'ai vu qu'il y avait Nicolas Gillet qui m'aidera sans aucun problème, et je pense qu'Evelyne Foucault va peut-être nous rejoindre. Donc si vous avez des questions trop pointues sur la méthodologie des études, je me ferai peut-être aider par les autres membres de l'équipe Calypsi. Donc je vais commencer la présentation. Donc vous me dites que si ça marche. C'est bon, Ça a Philippe. l'air, voilà, ok. Et Mets-le en puis donc, diaporama, peut-être. pardon? Est-ce que tu peux le mettre en mode diaporama, Philippe? Ouais, bien sûr, ça, il n'y a aucun problème si je trouve où c'est, ça, c'est sûr que ça va se faire. Où c'est que c'est ça? Euh, En bas, à droite, à droite, juste normalement, à mais je côté ne du le vois bouton de pas, le zoom, là. truc, hein. Je vois pas. Zoom. Ah oui, pardon, excuse-moi, ça y est, j'ai vu. Bon, Ouais, ouais, c'est bon. Voilà, et puis il faudrait que j'essaye de foutre ça en l'air. Hop. Voilà. OK. Moi, je suis OK. parfait. Vous êtes OK? On est OK. D'accord. Donc, le modèle de la démarche participative. Donc, vous allez voir, c'est une présentation à la fois clinique et recherche, en sachant que par rapport à ce que je fais d'habitude, j'ai mis quand même beaucoup plus de recherche. Alors, pourquoi mettre en place un modèle organisationnel qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail? D'abord, donc, l'histoire remonte à 31 ans. Donc, le départ, c'était diminuer la souffrance des soignants, de soignants des services d'hématologie. Ça a été le départ. Puis après, c'était diminuer la souffrance des soignants de services d'hémato et d'oncologie. Et maintenant, on est sur l'amélioration de la qualité de vie au travail de la maladie, des patients de maladies chroniques et du handicap. Donc, vous voyez, et du médico-social. Donc, vous voyez, on a évolué au cours du temps. Ce qu'on a évolué aussi, c'est qu'au départ, on parlait de management participatif et maintenant, on parle de démarche participative, c'est-à-dire d'un modèle organisationnel qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail et la qualité des soins. Donc, pour améliorer la QVCT et le plaisir au travail, je viens de le dire, ce qui permettra de diminuer l'absentéisme et d'augmenter la fidélisation des établissements. Pour améliorer l'attractivité des services et des établissements, donc voilà, pour améliorer la qualité des soins et des accompagnements, et vous verrez qu'on l'a démontré, et parce que les causes organisationnelles et managériales sont les déterminants essentiels de la qualité de vie au travail avec la charge de travail. Donc, juste pour vous parler du yin du yang, c'est-à-dire de départ, c'est-à-dire d'épuisement professionnel. Donc, c'était juste pour vous dire que c'était très prégnant dans le milieu de la santé, puisque vous voyez pour les internes d'oncologie médicale et d'oncologie radiothérapique, on est à 60%, 70% en Belgique, et que pour les soignants de services d'oncologie, on est à 30%. Les internes, les médecins et chefs de clinique, enfin les médecins d'oncologie, c'est autour de 50%. Vous voyez qu'il y a également interne et chef de clinique de chirurgie viscérale en France, 52%. Tu pourrais aussi dire, Didier, les médecins généralistes autour de 50%. Alors la première chose qui est importante, et je rejoins bien Didier là-dessus, c'est qu'il ne faut pas mélanger ce qui est souvent le cas dans la littérature, épuisement professionnel et burn-out. Je veux dire, le burn-out, c'est l'étape ultime de l'épuisement professionnel. Et il y a un papier récent de l'Université de Liège qui distingue quatre niveaux. Le stade 0, c'est l'engagement au travail avec l'enthousiasme idéaliste. Le stade 1, c'est la fragilisation de l'idéal. Le stade 2, c'est l'apparition de retraits protecteurs. Et le stade 3, c'est le burn-out. Je crois que c'est important de dire ça parce que si on tenait compte de ces chiffres pour le burn-out, vous comprenez bien que globalement, il n'y aurait plus personne dans les services. Juste pour vous dire que c'est encore plus catastrophique chez nos étudiants en médecine, hein. Vous voyez, 21 768 répondants. Vous voyez, 66% d'anxieux, 27% de dépressifs et 23,7% qui ont passé à se suicider dans les 6 mois qui ont précédé. Nous, on a fait une étude à Tours qui est un peu moins catastrophique, hein. On est autour de 50%, 20% et 15%. Enfin bon, c'est quand même pas exceptionnel. En sachant que c'est très lié à l'approche du concours de l'internat. Alors cette diapo, je vais m'y attarder un peu parce que elle me semble importante, hein. Vous voyez, c'est une diapo clinique
et qui fait partie d'un référentiel national qui est sur le site de l'AFSOS et de l'Observatoire national de la qualité du travail, qui est en train d'être revu cette année. Juste, c'est le mécanisme général de globalement la qualité de vie au travail ou la souffrance au travail. Donc, la première notion, c'est qu'il y a souvent une association de problèmes, enfin de facteurs individuels et environnementaux liés au travail, et que dans les facteurs individuels, on insiste beaucoup sur l'histoire de vie, c'est-à-dire en fait une séparation récente, un deuil récent, voire un retour de maternité pour les soignants, associé à, bon, à un terrain qui peut être plus ou moins sensibles au stress, hein, le perfectionniste, l'anxieux, le pessimiste, ceux qui ont du mal à s'habituer aux situations nouvelles. Associés donc, nous on les a classés un peu différemment en 5 types de stress environnementaux. Le premier, c'est le type de travail. Alors, le type de travail, je mettrais à part l'équilibre vie pro, vie perso, parce que c'est à la fois un problème personnel et environnemental. Donc, je le mets un peu à part. Et puis après, tout ce qui tourne autour du type de travail, c'est en dehors de l'environnement au travail, c'est, enfin, je pense à l'environnement physique, hein, l'ergonomie, c'est le 8h, 12h, c'est le jour, la nuit, c'est la spécialité. C'est le métier, hein, c'est-à-dire être soignante, infirmière, médecin, c'est pas la même chose, secrétaire non plus. Donc, premier type, le type de travail avec tout ça. Deuxième chose, bien sûr, ce qui est très important, et je vous l'ai dit que c'était un des 2 facteurs les plus importants, c'est la charge de travail. En sachant bien sûr que ce qui se passe actuellement avec la santé, etc., ça augmente la charge de travail. Je pense aussi à tout ce qui est administratif. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que la charge de travail n'est pas liée directement au temps de travail. Je vous ai vu montrer tout à l'heure une étude chez les internes et chefs de clinique en chirurgie viscérale en France, c'est une étude qui date maintenant de peut-être de 6 7 ans. Mais il y avait déjà le repos compensateur et le temps de travail était entre 56 et 90 heures par semaine, mais il n'y avait aucune corrélation entre l'épuisement professionnel et le temps de travail. Les 3 facteurs, c'était le manque d'encadrement, le manque de reconnaissance par la hiérarchie et le manque de formation. Le troisième type de stresseur, ce sont les relations interpersonnelles. Et je ne mettrai pas dans les relations interpersonnelles le climat de travail, parce que moi, pour moi, c'est lié beaucoup au management, mais je mettrai les conflits interpersonnels et la gestion des personnalités difficiles. Voilà, et puis après, l'organisation et le management, on va en reparler beaucoup, donc je me permets de passer vite là-dessus. Ce que j'ai envie de dire sur l'organisation, c'est la définition des rôles de chacun, c'est l'interruption des tâches et la justice du planning, qui nous semblent être des facteurs qui jouent beaucoup, beaucoup sur la qualité de vie au travail et sur l'ambiance générale. Ensuite, donc, dans les stratégies d'adaptation, et là vous êtes plus performant que moi, hein, le coping centré sur les émotions, c'est donc une stratégie d'adaptation qui permet de mettre des émotions positives, hein. Et donc, on revient un peu sur l'équilibre vie pro, vie perso et sur les activités qui permettent d'être positif. La recherche de soutien social, c'est la recherche d'un milieu qui est rassurant. Je pense en particulier à tout ce qui tourne autour de la famille, des amis et des proches, en sachant par exemple que pour les étudiants en médecine, on a démontré que l'éloignement de la famille est un facteur d'épuisement professionnel. Et puis le coping centré sur le problème, qui est le plus efficace, en particulier lorsqu'on a vraiment un burn-out, c'est d'analyser pourquoi on ne va pas bien pour ensuite essayer de trouver des solutions. Et c'est le plus souvent accompagné qu'on arrive à faire ça. Donc voilà, le schéma général pour être bien ou pas bien au travail. Je pense que j'aurai des questions là-dessus et donc on y reviendra. Alors, donc voilà pourquoi on a choisi le modèle de travailler sur un modèle organisationnel. C'est pour nous, avec la charge de travail, c'est un des facteurs primordiaux de la qualité de vie au travail. Et je vais vous montrer quelques études qu'on a faites, et en particulier que Nicolas a publiées sur la démonstration de l'importance des facteurs organisationnels et managériaux. Alors ça, c'est une très, très vieille étude. Je venais juste d'arriver dans l'équipe Calypsi, mais c'était une étude qui a été faite avant l'équipe Calypsi.
qui concernait la recherche des déterminants de la qualité de vie au travail dans des services d'hématologie et d'oncologie. Donc, donc, la population étudiée, c'est comme vous le voyez 574 soignants qui étaient tous des aides-soignantes et des infirmières de services d'hématologie ou d'oncologie, dans donc toutes les structures qui prennent en charge des patients, hein, que ce soit cliniques privées, CHG, CHU ou centres anticancéreux. Donc, vous voyez, une population donc assez jeune, hein, et qui reflète bien ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, c'est plutôt une spécialité qu'on choisit parce que globalement, c'est un peu une vocation. Et vous voyez que globalement, 80% avaient fait le choix de travailler dans cette spécialité. Et on devait être pas loin de l'épuisement professionnel à 30%, puisqu'il y avait 20% qui voulaient changer de travail, enfin, de spécialité. Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme facteur déterminant de la qualité de vie au travail? Le premier facteur, et ça, je n'apprends rien aux chercheurs, c'est le manque de reconnaissance. Alors, ce n'était pas 0,01, il y avait beaucoup de zéros derrière. Après, il y avait la charge de travail avec le manque de temps, la mauvaise prise en compte des besoins des patients et des proches. Et après, on tombait un peu sur notre modèle que je vais vous présenter avec le manque de formation, le manque de collaboration, euh, le manque de staff et le manque de communication. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les facteurs déterminants du stress perçu dans les services d'hémato-oncologie, on a les mêmes facteurs, plus deux choses, et c'est un peu dommage quand même qu'on n'en tienne pas compte. Bon, bien sûr, les services où on meurt beaucoup, les gens sont plus stressés que dans les services où on meurt moins, mais surtout le nombre de lits, et ça c'était démontré et redémontré, c'est que plus le service est grand, et plus on est stressé. C'est pour ça qu'on fait maintenant des grands départements avec des lits et en faisant changer les genres d'unité, ce qui est vraiment une façon de provoquer un épuisement professionnel. Et puis sur le soutien social, apparaissent en plus l'existence de bénévoles et le temps de transmission en dessous de 30 minutes. On a donc un épuisement, enfin oui, un épuisement professionnel qui apparaît. Et donc, vous voyez que là aussi, les 35 heures ont fait beaucoup de bien. Alors peut-être que Nicolas pourrait prendre la parole, hein, puisque c'est lui qui a publié ça. Donc, vous voyez, au moment où je suis arrivé dans l'équipe, hein, ça concerne des étudiants et des travailleurs de différentes spécialités. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve que lorsqu'on a un soutien organisationnel perçu, un soutien à l'autonomie et on a une satisfaction des besoins, une satisfaction au travail, des émotions positives et un bien-être psychologique. On revient sur un des webinaires et que quand on est contrôlant, eh ben, on a tout l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qui est vert ou bleu, c'est positif et tout ce qui est rouge, c'est négatif. Donc, vous voyez, c'est la première étude que je vous montre sur l'importance du management et de l'organisation sur la satisfaction des besoins, la satisfaction du travail et les émotions. Donc, oui, bah, là, peut-être que j'aurais pu passer ces diapos-là parce que vous connaissez bien. Donc, vous verrez dans la prochaine diapo, on va parler de leadership transformationnel. Donc, je vous ai mis une définition. Euh, un manager qui montre le chemin, qui est exemplaire, qui tire l'équipe vers le haut avec des attentes élevées, qui a disons, des relations très personnalisées avec ses soignants et qui soutient l'autonomie. On va aussi parler de la justice organisationnelle, donc avec la justice distributive qui donc est une justice dans la répartition des tâches et des avantages. Et de la justice interactionnelle, c'est la justice dans la communication à l'autre. Enfin, globalement, pour faire court, c'est ne pas avoir ses petits copains et puis avoir des gens qu'on a en permanence dans le nez. Moi, j'ai connu ça en oncopédiatrie, c'est catastrophique. C'est-à-dire que elle arrivait le matin, elle allait prendre le thé avec certains et elle engueulait les autres. Et ça, je veux dire, on est dans la souffrance au travail maximale au niveau d'une équipe. Donc, pardon, excusez-moi.
Voilà, donc ouais, vous avez vu juste le- la publication, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas rester. Bon, voilà, donc là aussi, c'était Nicolas qui avait publié en premier. Donc, c'était au niveau de nouveau de service d'hémato et d'oncologie, avec un personnel un peu moindre, puisqu'on n'a que 343 réponses, et de nouveau des infirmières et des aides-soignantes un peu plus jeunes que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh ben, que le leadership transformationnel qu'on a vu tout à l'heure, améliorer la qualité de vie au travail et l'engagement au travail via la justice organisationnelle et la justice distributive, qui est donc un facteur médiateur, mais que lorsqu'on teste si ça joue sur la qualité de vie au travail, ça joue sur la qualité de vie au travail. Et la même publication avec le même, enfin, pas, excusez-moi, c'est pas la même publication, mais c'est le même échantillon, que le soutien à l'autonomie et la justice procédurale améliorer via la soutien au réel perçu, la satisfaction de besoins et ensuite donc la performance au travail et les satisfactions au travail. Donc vous voyez de nouveau, on retourne sur la même chose, c'est que les facteurs très importants, c'est la justice organisationnelle, c'est le soutien à l'autonomie, c'est le soutien au réel perçu et c'est le leadership transformationnel. Alors nous, on l'a démontré, on reverra cette publication plus tard, assez récemment dans JCO Oncology Practice, sur une étude qui a été faite au niveau des services d'oncopédiatrie en France, hein. Et vous voyez que le leadership transformationnel, le soutien au réel perçu, le soutien à l'autonomie et la justice organisationnelle jouent un rôle très important sur la qualité de vie au travail avec un R fort, plus également sur la satisfaction au travail et sur l'engagement au travail. Donc tout ça, ça démontre bien l'importance des facteurs organisationnels et managériaux sur la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est une diapo que je montre dans toutes les formation qu'on fait parce que je crois qu'elle est essentielle. C'est que la motivation intrinsèque liée au sens du travail est beaucoup plus efficace que la motivation extrinsèque. Je peux vous dire que du temps où j'étais à l'observatoire, c'était rabâché partout, etc. C'est pas pour ça que on a réussi à faire grand-chose sur la qualité de vie au travail, mais je crois quand même que, en particulier dans le Ségur de la santé, ça n'a pas été complètement intégré. Que la première cause de souffrance au travail, c'est le manque de reconnaissance, on l'a déjà vu, hein. Que la qualité de vie au travail des professionnels de santé non médecins est en lien directement avec le management de proximité. En gros, pour le faire autrement, c'est qu'on est toujours dans le N+1 et que le N+1 des professionnels de santé, c'est le cadre et les médecins, et en particulier le chef de service, et que le N+1 des médecins, c'est la gouvernance. Et qu'on a un lien direct entre la qualité de vie au travail, la satisfaction au travail, l'engagement au travail, ça on l'a vu, mais que ça va jouer également sur la qualité et la sécurité des soins. Et ça, on verra ça un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Eh ben, le modèle qui a été créé, comme je vous dis, hein, il y a maintenant 31 ans, associe 5 types d'espaces d'échange. Alors, je mens un peu puisque le cinquième type d'espace d'échange, qui sont les réunions spécifiques de managers, a été rajouté au modèle en 2005. Donc, vous voyez, c'est un modèle qui était un petit peu modifié avec le temps parce qu'on s'est rendu compte qu'il était absolument important que tous les managers d'un service. Donc oui, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est un modèle d'organisation de collectif de travail, donc de service. Ce n'est pas un modèle d'hôpital, parce que les collectifs de travail sont multiples, et ça veut dire que tout collectif de travail devrait marcher dans cette démarche participative, et plus c'est grand, et plus c'est difficile. C'est aussi, par contre, un modèle qui pourrait aller très très bien dans des EHPAD, qui va très très bien dans des EHPAD. Donc oui, ce que je disais, c'est que tous les managers d'un service devraient avoir cette approche de l'intelligence collective et que la seule façon de le faire, c'est de mettre en place des réunions où tout le monde sera présent et où on fera de l'intelligence collective. Alors, le staff pluriprofessionnel, c'est une diapo qu'on montre toujours à chaque chose. C'est tout simplement pour dire que quand on est plusieurs, on sera capable de voir les lapins avec le museau ici et les canards avec le bec ici. Et que lorsqu'on est tout seul, on voit souvent l'un des deux, mais qu'on aura du mal à voir les deux. Et que c'est le principe du staff, c'est-à-dire qu'on va essayer de décrypter les besoins du patient en croisant nos regards. Donc, je vous dirai plus tard que ce modèle est obligatoire dans tout service de soins depuis 2004.
suite à une circulaire qui s'appelle Guide de mise en place de la démarche palliative en établissement. Et que, donc, enfin, il est obligatoire dans tous les services pour la prise en charge des patients en soins palliatifs. Donc, en fait, et dans les EHPAD et au domicile, donc, en fait, globalement, il est obligatoire partout sauf en ophtalmo. Donc, dans cette circulaire, c'est donc au moins une fois par semaine, ciblé sur les patients en situation complexe. Alors, sachez que nous, en cancéro, on trouve qu'il y a beaucoup de patients en situation complexe, et pas forcément qu'ils soient en soins palliatifs, qui vont permettre donc un regard croisé, en particulier, ce qui est le plus important pour arriver à cerner les besoins, pour arriver donc ensuite à un projet de prise de vie, un projet de soins personnalisés. Ça permet aussi, avec la collégialité de la prise de décision éthique, on verra tout à l'heure que le fait qu'ils vont améliorer la QVT, ces staffs vont permettre d'améliorer la formation, l'écoute et l'accompagnement. Et puis, la présence des soins de support vont permettre là aussi d'optimiser la prise en charge. Alors, donc, c'est fondamental. Ça concerne donc, comme je vous l'ai dit, les cas des patients complexes. L'idée, c'est bien sûr de croiser nos regards de chaque profession présente. Donc, nous, dans le service, on avait aide-soignante, infirmière, tous les professionnels de soins de support. Et donc, on avait de la chance en plus, parce que nous, en hémato, on avait beaucoup de soins de support. On avait outre l'assistante sociale, la psychologue et la diététicienne, on avait art-thérapie, socio-esthétique, hypnose, sophro. Et puis, bien sûr, le cadre et le médecin qui est en charge de l'unité. Donc, ça va permettre d'arriver à un point de vue, je vous l'ai dit. C'est obligatoire depuis 2004 et surtout depuis la V 2010. Et on va le revoir dans une diapo suivante. Voilà. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que en 2020, dans le bulletin du cancer, on a sorti un référentiel national sur le déroulé des soins de support. Et celle qui a écrit ce référentiel, c'est Chantal Baucheté qui m'écoute. Donc, je pense que je ne vais pas lui apprendre grand-chose à Chantal. Ce qui est important, donc, nous, c'est premièrement l'ordre de prise de parole. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse prendre la parole. Nous, dans l'ordre, c'est assistante sociale, pardon, aide-soignante, infirmière. Ensuite, les soins de support avec l'assistante sociale, la psychologue, mais également l'art thérapeute, la socio-esthétique et les autres. Puis ensuite, le médecin. C'est-à-dire que le médecin parle en dernier sur la définition des besoins. Ensuite, le deuxième tour de table, sur les mêmes personnes dans le même ordre, c'est qu'est-ce que vous proposeriez par rapport aux besoins qui ont été définis. Et la troisième étape, c'est la recherche de consensus sur le projet de soins personnalisés ou sur le projet de vie personnalisé. Je pense en particulier ce qui se passe au niveau des EHPAD et que ce projet de soins, ce projet de vie va être tracé dans le dossier du patient. Donc, si vous aurez la référence du bulletin du cancer dans la diapo de bibliographie. Deuxième type d'espace d'échange, des formations internes aux équipes. L'avantage, c'est qu'on va on va former tout le monde en même temps sur des thématiques qui les intéressent. C'est-à-dire que le programme est fait par les équipes, en sachant qu'il faut plutôt privilégier quand même des formations type prise en charge globale, hein. Je parle communication, dispositif d'annonce, démarche palliative, prise en charge des aidants, etc. Et puis, donc, le problème, c'est que donc, c'est de définir ce programme en début d'année pour que donc chacun puisse s'organiser. Et vu qu'on veut le faire pour tout le monde, il est plus préférable de le faire deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une équipe qui travaille et l'équipe qui travaille viendra à la deuxième chose. Et puis, dernière chose que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'en fait, en dehors du côté d'apprentissage des connaissances, l'avantage, c'est de créer des espaces d'échange entre les gens qui seront présents et donc de créer un collectif et également d'apprendre aux gens qui n'ont pas trop l'habitude de prendre la parole à prendre la parole. Donc, ça a plusieurs avantages, ces formations internes de nos équipes. Troisième type d'espace d'échange, c'est les espaces d'échange de soutien. On privilégie deux choses. Le premier type d'espace d'échange de soutien, c'est ce qu'on appelle les staffs de débriefing. C'est ce qu'on privilégie en particulier dans les services de cancéro. Et moi qui ai fait un peu d'oncopédiatrie à la fin de ma carrière, c'est
très important, c'est en fait le fait de faire un staff dans la semaine qui suit une crise, en particulier pour une prise en charge d'un patient, avec un psychologue extérieur au service. À Tours, c'est soit un psychologue du travail, soit la psychologue de l'équipe mobile de soins palliatifs. Une autre façon de soutien des soignants, c'est en fait de faire des relectures de cas cliniques ou de cas éthiques difficiles, mais cette fois-ci a posteriori. J'insisterai aussi peut-être sur le soutien des pairs, parce que ça, c'est quelque chose qu'on met en place beaucoup dans les formations qu'on fait, c'est-à-dire que mettre en place des collectifs de quelques personnes, disons moins de 15 personnes, de gens qui font la même chose. En particulier, on insiste beaucoup pour mettre ça en place au niveau des cadres de santé qui sont souvent très isolés, mais également au niveau des médecins. Et puis donc, euh, pardon, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit organisé dans les 70 heures, enfin dans les 3 4 jours qui suivent la situation. Bon, pour le reste, je crois que je vous l'ai dit. Les réunions spécifiques de managers, donc c'est le quatrième espace d'échange qui est arrivé un peu après les autres, hein. Donc, nous, en hémato, c'était une fois par semaine, le jeudi soir. Maintenant, avec mon successeur, je crois qu'il fait ça tous les 15 jours. Et donc, y participent tous les médecins à partir de chefs de clinique et tous les cadres du service. Et donc, en fait, ensemble, en intelligence collective, on va essayer de trouver la meilleure solution pour l'organisation, pour le fonctionnement, pour le fonctionnement médical, pour le choix des collaborateurs, etc. La convivialité est un plus. Alors, bon, plus on amène de choses à manger, mieux c'est. Nous, je ne vous dirai pas ce qu'on prenait parce que c'était un peu illégal. Mais enfin, vu que c'était à 18 heures le soir, c'est facile de comprendre. L'avantage, donc, c'est de mettre en place une culture participative, une intelligence collective au niveau de tous les managers, qui fait que dans le quotidien, ça va se ressentir dans le fonctionnement par rapport en particulier aux équipes. Et puis donc, dernière chose de notre modèle, c'est les groupes de travail sur le travail réel. C'est vraiment, et vous le verrez tout à l'heure, c'est vraiment une composante essentielle. Et j'ai tendance à dire que ça fait plus de 30 ans qu'il y a en permanence des groupes de travail pour améliorer le fonctionnement du service. Voilà, on part soit de quelque chose qu'on nous impose, soit d'un dysfonctionnement. Et puis, les gens intéressés travaillent ensemble, font des propositions. Et ensuite, on discute ces propositions, ce qui veut dire que lorsqu'on a des groupes de travail, on a forcément des réunions de service pour la présentation des résultats des cogitations des groupes de travail, donc la présentation des propositions à l'ensemble des équipes pour ensuite les discuter et ensuite les valider. Le rôle du chef de service ou du manager, c'est de valider le consensus si consensus il y a, et c'est de faire le choix entre les propositions s'il n'y a pas de proposition. Donc la méthodologie de la démarche projet, je passe parce que là c'est évident, hein. Premièrement, quel est le problème? Quels sont les déterminants du problème? En sachant que je vous dis, le problème, ça peut être soit ascendant, c'est-à-dire une difficulté de fonctionnement, soit souvent une décision à mettre en place, hein. Tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, c'était suppression de, de, excusez-moi, de l'hospitalisation de semaine. Ensuite, donc, analyser le problème et lister les causes pour faire des propositions et ensuite discuter les propositions avec l'ensemble de l'équipe pour ensuite trouver le consensus et ensuite arriver à une décision qui sera mise en place. Et ce qui est important pour que ça perdure, c'est que les décisions soient mises en place. Je pourrais, si vous voulez, dans la discussion, vous donner des exemples de choses qui ont été faites dans le service et qui ont bien marché. Juste pour vous dire qu'on n'a rien inventé ni sur le modèle, parce que quand on a commencé à travailler sur notre modèle, ça existait déjà en psychiatrie et en rééducation, ni sur le processus décisionnel, puisque c'est un modèle qui existait déjà lorsqu'on s'est mis à travailler sur le modèle. Alors pourquoi l'imposer? Ben, parce que ça marche, c'est-à-dire que là aussi, je pourrais vous donner des exemples à la fois dans le sanitaire, dans le médico-social, c'est-à-dire on a des exemples où ça montre que ça marche très très fort et chez nous, on a toujours été le service des bisounours depuis 30 ans, donc ça prouve que ça peut marcher sur un long terme. On va voir que c'est obligatoire depuis 2004 et que ça vient d'être repris dans la circulaire Clarisse.
Et puis, Calypsi a montré l'impact sur la qualité de vie au travail, mais également sur la qualité des soins. Donc, les textes législatifs, la première fois qu'on parle de démarche palliative, démarche participative pour prendre en charge les patients en soins palliatifs, c'est en 2002. La circulaire de 2004, je vous en ai parlé. En 2008, sortent les critères de la V 2010 et je vous montrerai dans une diapo que c'est une de 5 mesures prioritaires d'agrégation des établissements. Donc, on peut quand même se poser le problème pourquoi ça n'a jamais été mis en place. Bon, en 2014, dans la V 2014, il y a en plus la notion de santé au travail. Maintenant, je pourrais dire aussi que récemment, on parle de management participatif dans le Code de santé publique. Donc voilà, la V 2010, la 13A, c'est une des 5 mesures prioritaires. Évaluation des besoins et mise en œuvre de projets de soins personnalisés. Ça paraît assez lié au staff pluriprofessionnel. Réalisation d'un projet de prise en charge des patients et des proches, ça c'est plutôt les groupes de travail. Mise en place de staff, enfin de réunions pluriprofessionnelles de discussion de cas de malades, on revient sur les staffs. Soutien des équipes, formation pluridisciplinaire au sein des unités de soins. Vous voyez, c'est nos 4 composantes qui sont détaillées dans ce critère exigible prioritaire de la V 2010. Juste pour vous dire donc que la circulaire Clarisse reprend des idées, en particulier, je insiste sur l'importance du collectif de travail, et donc de nouveau la place du service, et puis améliorer la qualité des professionnels au sein des services de l'établissement en développant l'implication des acteurs et le travail en équipe sur des thématiques relatives à l'organisation de leur activité autour de la prise en charge du patient et la sécurisation des pratiques. On n'est pas très loin des groupes de travail et des staffs pluriprofessionnels. Alors, je vais finir concernant ce modèle sur donc, ce qu'on a démontré en oncopédiatrie. Donc, vous voyez, on a eu trois publications. La dernière, vous l'aurez c'est en 2020 aussi. Donc, 25 des 30 centres de cancérologie pédiatrique ont participé à l'étude avec une bonne participation, puisqu'au niveau des soignants, vous voyez, on a 510 soignants. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est 30 à 35% de l'ensemble de la population d'oncopédiatrie en France. Et dans le même temps, on embêtait beaucoup les cadres de santé pour qu'on ait des questionnaires d'évaluation de la qualité de prise en charge pour les enfants, en sachant que ce sont les parents qui répondaient pour les moins de 12 ans et que c'était les enfants qui répondaient pour les plus de 12 ans. Donc, les questionnaires qu'on a donc utilisés pour la qualité de vie au travail, donc euh, l'échelle de Lise Rechaille, pour ensuite, vous voyez, justice organisationnelle, soutien organisationnel perçu, leadership transformationnel, soutien à l'autonomie, donc quelque chose qu'on a revu tout à l'heure, l'engagement au travail, la satisfaction au travail et qualité des soins perçus par l'équipe. Voilà ce que donc et bien sûr, dans le questionnaire soignant, il y avait aussi l'évaluation de la démarche participative avec les 4 composantes que vous avez vues tout à l'heure, en dehors des espaces d'échange de managers, puisque là, par contre, ils ne pouvaient pas évaluer si ça existait ou si ça n'existait pas. Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc voilà, ça c'est le questionnaire pour les patients, hein, qui est un questionnaire qui n'était pas forcément adapté aux enfants, puisque c'est un questionnaire d'évaluation des adultes. Et donc, on a utiliser le contact avec le soignant du service, les soins et l'opinion générale. On n'a pas, bien sûr, testé, enfin évalué le reste. Donc voilà le modèle, hein, c'est celui qu'on vient de voir. Donc les 4 composants de la démarche participative, les facteurs managériaux qu'on a vus, et puis donc les évaluations de la qualité au travail et de ses conséquences. Et puis en parallèle, l'évaluation par Safaro MCO pour la qualité de prise en charge des enfants. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que notre modèle améliorait bien la qualité de vie au travail, la satisfaction au travail et l'engagement au travail sur l'ensemble des soignants qui ont été testés. Et on a trouvé aussi qu'il y avait une certaine corrélation entre la qualité de vie au travail et les facteurs organisationnels et managériaux qu'on a testés. Vous voyez que les R sont impressionnants et les P aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une corrélation très forte entre l'organisation qu'on préconise
et les qualités du manager. Le problème, c'est que je ne sais pas dans quel sens ça marche. Est-ce que c'est les qualités du manager qui fait que, sans le savoir, ils mettent en place une démarche participative, ou est-ce que c'est que l'organisation d'une démarche participative attire ce type de manager? Je ne peux pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une corrélation très très forte entre les qualités du manager et l'existence de la démarche participative sur le terrain. Et c'est vrai pour toutes les composantes enfin, de la démarche participative, ce qui est quand même assez étonnant, en sachant que la démarche projet et la formation semblent jouer un rôle majeur, encore plus que les staffs et le soutien par rapport donc aux qualités du manager. Est-ce que ça améliore la qualité des soins? Eh bien oui, puisque vous voyez que les staffs améliorent la satisfaction globale vis-à-vis des soignants, mais également que le soutien des équipes améliore la satisfaction vis-à-vis de l'information et de la communication et que la formation interne améliore la satisfaction vis-à-vis de la communication. Alors, est-ce que c'est le... après, je réagirai avec enfin, les chercheurs présents parce que au moment où on a publié, on a cherché désespérément s'il existait un modèle d'organisation de service qui avait démontré ça, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité des soins évalués par les patients, et on n'a pas trouvé. On n'a trouvé une seule publication qui était une, euh, une publication quali sur peu de patients, mais on n'a pas trouvé de choses au niveau quantique. La seule chose qu'on ait trouvé, c'est ce qu'on appelle, et Mathieu va forcément réagir parce que probablement qu'il a des plus belles diapos que moi, c'est ce qu'on appelle les hôpitaux magnétiques. Les hôpitaux magnétiques, c'est des hôpitaux, donc c'est une accréditation qui est faite principalement aux États-Unis, mais aussi au Canada et dans d'autres pays, en partie, je crois, du nord de l'Europe, qui est sur un certain nombre de critères, sur cette thématique que je vous ai mis là. Donc, il y en a qui nous concernent, hein, la relation collaborative entre infirmières et médecins, l'autonomie clinique, le soutien organisationnel du cadre de santé. Vous voyez qu'on n'est pas loin de ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. La politique de formation, c'est la politique de formation de l'établissement. La dotation suffisante en personnel, hein, ça pose un problème par rapport à nos modèles à nous. Contrôle régulier de la qualité des soins, ça pose aussi un problème par rapport à nous. Et puis une transmission d'une culture centrée sur les valeurs du patient. Et qu'est-ce que ça montre? Alors, vous voyez que c'est des vieilles publications. Ben, ça montre d'abord une diminution du burn-out et une amélioration de la satisfaction au travail, très bien, ce qui se traduit par une diminution du turnover et de l'absentéisme. Ça montre bien une amélioration de la qualité des soins et de la satisfaction des patients évaluée par les patients. Donc là, on est bien dans notre modèle. Et puis après, c'est un peu plus grave, puisqu'en fait, on a testé euh, la morbidité, la mortalité de services de chirurgie viscérale d'hôpitaux magnétiques par rapport à des hôpitaux non magnétiques qui ont à peu près des unités comparables, mais qui ne sont pas magnétiques. Et en termes de morbidité, on est à moins 50%. Et en termes de mortalité, on est à moins 33%. Vous voyez que c'est assez catastrophique. Et qu'en plus, l'impact économique, alors j'ai trouvé une seule publication, c'est qu'il y a plus de personnel, mais globalement, ça coûte un peu moins cher, 4%, parce que globalement, il y a plus de turnover et d'absentéisme. Enfin, beaucoup moins de turnover et d'absentéisme. Donc, les petites dernières, hein, ça, je crois que personne ne les a quasiment vues, c'est en fait que l'étape suivante, en particulier, ça me titillait beaucoup quand j'étais au niveau de l'observatoire, c'était de dire, oui, mais il faudrait quand même qu'on puisse évaluer l'existence de cette démarche participative dans les services. Donc, Calypsi s'est mis au boulot avec euh, donc, on a fait deux études. La première qui concerne une étude qualitative pour déterminer un questionnaire et ensuite, bien sûr, une étude quantitative pour valider le questionnaire. Donc, les objectifs du protocole, donc validation d'un questionnaire permettant d'évaluer l'existence et la qualité de la démarche participative au sein des services de soins. Et puis donc, cet outil sera à la disposition des chefs de service, mais également des établissements et voire du ministère. Donc, la méthodologie globale, donc phase exploratoire. On avait prévu 10 entretiens, vous verrez qu'on a fait 21, donc c'était pas trop mal. Donc, on a créé des items du questionnaire à partir de ces entretiens et de la revue de la littérature. Ensuite, donc, on a fait
On a testé le questionnaire, donc structure factorielle de l'échelle, donc voilà. Et puis après, on a fait une étude confirmatoire sur 300 personnes. Ensuite, on a évalué les qualités psychométriques. On a fait voilà, une examen de validité prédictive et puis un test d'invariance. Alors, 21 entretiens dans 7 services, 4 hôpitaux différents, sachant qu'on a testé des services où il y avait une démarche, disons, une démarche d'équipe. Par contre, on n'a pas fait que de la cancéro, contrairement à ce qui était prévu dans le protocole initial. Donc, vous voyez, on a fait quand même pas mal d'onco, hein, hémato, pédiatrique, oncomédical, voilà, et puis hospitalisation de courte durée et médecine interne. Voilà, 7 infirmières, 7 cadres de santé, 5 aides-soignantes, 2 auxiliaires de puériculture, voilà, et donc une ancienneté correcte, avec un guide d'entretien qui a été fait, voilà, qu'on construit au sein de l'équipe de recherche, et prétesté auprès de 3 participants. Voilà, et donc ce guide d'entretien était donc sur les 4 dimensions de la démarche participative qu'on a vues jusqu'à présent. Donc l'analyse globale, donc, avec un verbatim pour les 4 composants de l'ADP, le papier est en cours enfin, va être envoyé est finalisé et va être envoyé à une revue. Donc, qu'est-ce qui ressort de ça? Premièrement, donc, il y a dans ces services-là, il y a une démarche participative, mais que rarement, il y a les 4 composants de les démarches participatives, mais que par contre, dans la majorité des cas, il y a des staffs pluriprofessionnels, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la composante qui nous paraît la plus importante avec les groupes de travail. Tous les échanges participatifs ne sont pas participatifs. Il n'y a pas toujours la pluriprofessionnalité, il n'y a pas toujours l'ordre de prise de parole. Et que donc le soutien aux équipes, c'est la composante la moins présente sur les 4. Et bon, alors bien sûr, je ne peux pas détailler les résultats de cette étude qualitative, mais globalement, les soignants considèrent que la démarche participative favorise une meilleure qualité de vie et un bien-être au travail plus optimal. Et ils insistent aussi beaucoup sur le sentiment qu'il y a une meilleure qualité des soins liée à la mise en place de ces espaces d'échange. Donc ensuite, donc, on a fait une étude exploratoire. Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on a fait une première étude sur 300 questionnaires. Et ben, en fait, on a trouvé 26 items donc, le questionnaire testé faisait 26 items. 7 items pour les staffs et la démarche projet et 6 items pour la formation et le soutien aux équipes. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben, on était un peu embêtés parce qu'en fait, les 26 items avaient une saturation satisfaisante et donc on aurait pu garder les 26 items. On a décidé que c'était un peu long et donc on a éliminé 2 items, l'un sur la formation et l'autre sur le soutien pour arriver à 24 items. Et donc vous voyez que pas de saturation croisée avec des alphas de Cronbach qui sont tout à fait satisfaisants. Donc après, on a fait donc une étude confirmatoire. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh ben, on a trouvé que ça marchait bien sur l'étude confirmatoire. Et bien sûr, ça marchait aussi sur l'effectif global. Et puis, donc, sur l'évaluation des qualités psychométriques, pardon, excusez-moi, on trouve une corrélation positive et significative entre la démarche participative et les dimensions décision et communication des pratiques organisationnelles vertueuses. Même chose sur Voice Behavior, croissance professionnelle, ajustement à la personne service et engagement au travail, une corrélation négative avec l'épuisement émotionnel. Alors, je ne vous ai pas mis non plus les choses, mais on a fait des tests d'invariance sur 2 populations, l'ancienneté supérieure ou inférieure à 5 ans et sur l'oncologie contre le reste du monde. Et dans les 2 cas, les tests étaient. Donc, voilà, je vous ai mis les items hein, donc, au sein de votre service pour la formation interne. Voilà. Vous lisez, ce n'est pas la peine que je relise ce que vous voyez. Hein. Au niveau du staff pluriprofessionnel, est-ce qu'ils existent? Est-ce que tous les personnels sont présents? Est-ce que les professionnels de soins de support sont présents? Est-ce que
chaque participant veut prendre la parole? Est-ce que chaque participant veut proposer des solutions? Chaque participant contribue à l'intelligence collective pour la décision finale? Est-ce qu'il y a une traçabilité, une mise en place? Même chose sur les réunions d'équipe, alors sachant que les items sont un peu quand même redondants, hein, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ça existe? Est-ce que tout le monde participe? Est-ce que tout le monde peut dire quelque chose, etc. Et puis, on finit sur la démarche projet, hein. Vous avez la possibilité de participer régulièrement à des groupes de travail. Tous les personnels soignants peuvent accéder à ces groupes de travail. Chaque soignant peut proposer des sujets à traiter dans les groupes de travail. Dans ces groupes de travail, les sujets traités correspondent bien à des préoccupations professionnelles, etc. Voilà où nous en sommes. Voilà la bibliographie que je vous propose, hein, mais vous en avez d'autres dans le diaporama puisque les publications très scientifiques, je vous ai mis les références. J'insiste beaucoup sur celui sur les qui est-ce qu'il y est non il n'y a pas le je changerai cette diapo parce qu'il n'y a pas celui sur les stages pluriprofessionnels. Vous avez un film qui présente la démarche participative qui s'appelle Le travail soigné. Si vous tapez sur Internet Le travail soigné, film, vous aurez il va sortir. Sinon, vous allez sur le site de Michel Gantz, mais vous n'avez pas besoin d'aller sur le site pour. Si vous tapez film, ça sort. Vous avez notre bouquin, la deuxième édition, qui parle de démarche participative. Et puis, je vais finir pour vous parler de notre petite dernière, hein, c'est-à-dire l'Association pour la qualité de vie des professionnels de santé créé en 2020. Qu'est-ce que ça a comme objectif? Ben, c'est en fait de promouvoir le modèle auprès des managers de la santé, que sont les médecins, les cadres et les directeurs de la santé, des établissements de la maladie chronique, enfin des services, pardon, et des établissements qui concernent la maladie chronique. Donc, vous voyez, on a toute la cancéro, on a le handicap et le grand âge, et donc néphro, rééducation, neurologie, gériatrie, gérontologie, psychiatrie, médecine du travail, hématologie, oncologie, oncopédiatrie. Voilà, l'idée c'est de former, d'abord d'avoir des formateurs, mais également de former des ambassadeurs pour diffuser au maximum le modèle qui est obligatoire et qui est le seul modèle organisationnel qui montre une amélioration de la qualité des soins évalués par les patients. Donc on a des formations, 1 heure, 3 heures, un jour, 2 jours. Enfin, on a des sensibilisations 1 heure, 3 heures, et des formations 1 jour, 2 jours sur la thématique. Alors, en particulier, on a un jour sur les espaces d'échange, on a la prévention du syndrome d'épuisement professionnel des soignants, on a maintenant un jour sur démarche participative en EHPAD, on a des webinaires, on a un serious game sur l'épuisement professionnel, on forme des formateurs et des ambassadeurs, et puis on sensibilise tout nouvel adhérent. On est à peu près une centaine d'adhérents sur l'association et 35 formateurs. Voilà, juste pour vous montrer. Alors, on travaille avec des organismes de formation. On aime bien celui-là qu'on fait avec le CNEH. On a 2 jours sur le modèle le premier jour, un peu ce que je viens de vous faire. Le deuxième jour sur les espaces d'échange. Et le troisième jour, c'est leadership. Quatrième jour, c'est prendre soin de son équipe. Et cinquième et sixième jour, c'est sur la communication et la gestion des conflits. Et juste pour vous dire qu'on finit donc le 14 mars 2024, après un congrès à Tours en 2023, on fait donc un colloque. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur démarche participative et parcours de soins. Je vous remercie.